comment c'est de commander des soldats qui sont aussi ces ingénieurs de l'informatique, ces nerds, parfois des hackers. Alors en fait, on les commande comme on commande les autres. En fait, il y a pas, en fait tout ça, il n'y a pas ceux qui sont uniquement sur le terrain, ceux qui font du codage. Souvent, les gens, ils ont fait les deux métiers, etc. D'ailleurs, c'est bien d'avoir fait les deux métiers. En fait, on les commande de la même façon que quelqu'un qui va sur le terrain. Enfin, il y a pas de différence. Alors dans les armées, on les appelle pas des hackers, hein. Ça, c'est vraiment un métier du monde civil. Mais effectivement, j'ai une partie de mes personnels qui font grosso modo ce que fait un hacker, c'est-à-dire essayer de casser et de percer les réseaux et le monde cyber de l'ennemi ou de l'adversaire. Mais j'imagine que il y a ceux que vous formez dans les armées, mais il y a aussi des hommes et des femmes que vous allez recruter dans le civil qui ont déjà ces compétences. Est-ce qu'on les recrute comme on recrute un soldat d'infanterie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose des dispositifs un peu différents? Alors on ne lui demande pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, un combattant de l'infanterie, il a besoin d'être physique parce qu'il va passer beaucoup de temps sur le terrain. Puis la mission qu'on va lui demander au bout du bout, c'est d'aller reprendre la tranchée en face. Voilà, nous, on peut se permettre de recruter des profils un petit peu différents. Alors, on a une expérimentation en cours qui s'appelle le B2RS, donc c'est un nom un peu compliqué. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de recruter des gens directement du monde civil. On leur donne un tout petit vernis militaire de 4-5 jours, de manière à ce qu'ils connaissent les grades, qu'ils soient capables de porter un treillis. Mais en fait, l'objectif, c'est de les prendre. C'est principalement des étudiants, de les prendre et de les mettre tout de suite, par exemple, devant des écrans d'ordinateur Hmm. pour faire du renseignement de source ouverte, faire du codage, etc., de nous faire des algorithmes, de faire de la traduction de langues vraiment particulières. Voilà. Donc on essaye, mais je pense que ça, c'est pas uniquement lié au RANS, même si on est très friand de ce genre de profil. C'est un peu, les armées font feu de tout bois pour recruter et on diversifie vraiment nos modes de recrutement, on est beaucoup plus souple, je pense qu'on l'a été. Voilà. Donc moi, je peux recruter effectivement des gens qui proviennent directement du civil, formés dans le civil à ces métiers et auxquels on donne un vernis rapide, de manière à pouvoir les utiliser tout de suite. Surtout que notre jeunesse, elle veut tout de suite être employable. Si on lui dit, bon, bah, ok, on va te recruter, mais tu commenceras ton métier que dans un an et demi, parce qu'avant, il va falloir te Ouais. former, pas toujours très simple. Alors que si on lui dit, bah voilà, on te recrute et dans 10 jours, tu es à poste pour commencer à travailler, je pense que on avance pas mal. Question un peu cliché, romantisme de cette figure-là. Est-ce que vous allez chercher des pirates ou des mecs qui sont illustrés, des tout jeunes, et on en fait des corsaires, on en fait des hackers militaires qui servent le drapeau? Ça peut arriver, c'est pas forcément la règle. Nous, voilà, moi je reste une unité militaire. Je pense que c'est plus le ministère de l'Intérieur ou la DGSE qui recrute des profils comme ça. Moi, D'accord. je cherche quand même à recruter des gens que je vais être aussi quand même capable de déployer sur le terrain. Mais effectivement, j'ai des gens qui sont passionnés par ce métier. Et dont certains sont des geeks et leur week-end continuent à travailler, à inventer Hmm. ce qu'on appelle beaucoup chez nous des zoubinettes. Qu'est-ce que c'est? Une zoubinette, c'est tout ce qui peut vous permettre de trafiquer un peu des trucs. Je vais prendre un exemple. On a des gens qui sont fanats de l'écoute du signal. Donc, vous Ouais. savez, les cibistes ou les radios amateurs. En fait, des radios amateurs, il y en a Ouais. partout dans le monde. Maintenant, il y a des sites internet spécialisés où les radios amateurs du monde entier enregistrent des choses, les mettent sur leur site internet. Ben, moi, j'ai des gens qui sont passionnés de ça, qui vont sur les sites internet qu'on trouve, ben, voilà, et puis qui captent des signaux, qui les démodulent, qui les travaillent avec des petites zoubinettes et qui, comme ça, font du renseignement parce que ça permet de capter plein de choses partout dans le monde. Vous croyez que c'est possible que une guerre ait lieu uniquement dans l'espace cyber? Alors, je pense que la guerre dans l'espace cyber, elle a déjà commencé. En fait, on a assez d'exemples pour voir. En fait, vous l'avez à la fois dans le monde civil et dans le monde militaire. Vous avez tous les rançons. Vous avez un Ouais. certain nombre d'hôpitaux qui sont attaqués, etc. Ben, ça, c'est une guerre dans le monde cyber, hein. Donc, vous pouvez faire la même chose au niveau mini. Vous attaquez les réseaux militaires. Les Russes ont attaqué plusieurs pays, plusieurs États baltes en attaquant leurs moyens de communication, leur système bancaire, etc. Donc, en fait, la guerre dans le monde cyber, elle existe déjà et elle est déjà lancée. Et on le voit au quotidien. Vous avez tous des firewalls, etc. pour protéger votre ordinateur à la maison. Et, bah, ça veut dire que vous avez en permanence des attaques et que nous, en tant qu'armée ou en tant qu'État français, on est attaqué par des compétiteurs stratégiques. On le voit tous les jours. À quel moment on considère que une attaque cyber devient une agression militaire, comme on peut imaginer une invasion du territoire? Est-ce qu'il y a une doctrine là-dessus sur le niveau d'attaque cyber Non, qu'on peut pas... non, malheureusement, non. Il y a pas de. D'abord, ce qui est très compliqué dans le cyber, c'est de définir qui vous a attaqué. En fait, Oui, voilà, c'est l'une des spécificités de ce monde-là, c'est que remonter
à l'origine de l'attaque est très compliqué. Pourquoi? Parce que tous les hackers du monde entier et tous les gens qui sont dans le cyber, ils ont des VPN, donc ils ont des pare-feux, etc. Ils savent se délocaliser, ainsi de suite. Donc attribuer une attaque cyber, c'est déjà très compliqué. Ensuite, à ma connaissance, on n'a pas encore déterminé à quel niveau d'attaque cyber on déclarait la guerre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un monde à la fois qui est nouveau, qui reste ancien, parce qu'en fait, voilà, vous vous emparez d'une petite île, est-ce que vous attaquez tout le territoire ennemi? Est-ce que Ouais. en fait, on peut se considérer que cette petite île, voilà. Donc mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas, notamment dans le cas du domaine cyber, d'un moment donné, on dit, bah non, là, ils ont franchi la ligne rouge, c'est l'attaque. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle nous un peu, vous entendrez parler de ça souvent, notamment si vous discutez avec les forces spéciales, c'est ce qu'on appelle la zone grise. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a le temps de paix, qui n'existe plus, hein. Puis après, il y a vraiment quand la guerre. Mais entre les deux, il y a toute une zone grise où on ne sait pas trop si on est sûr en compétition, mais à partir de quand on bascule de cette zone grise à la guerre, là, c'est très compliqué à le déterminer. Il y a un danger aussi, parce que j'imagine que des attaques sous fausse bannière peuvent être possibles. On déclenche une attaque, on fait en sorte informatiquement d'accuser telle ou telle puissance, Voilà, et c'est c'est ce que peut-être même font pas les eux. hackers en Ouais. permanence, c'est ce que font tous les gens qui sont dans le monde du cyber. L'objectif, c'est d'attaquer sans se faire prendre. Donc c'est vraiment ça le monde du cyber. Donc en fait, vous avez des tas d'artifices qui permettent de ne pas vous faire prendre, de ne pas être identifié, voire de repousser la faute sur quelqu'un d'autre.